Et pour en parler et parler de l'actualité politique, avec nous notre invité Ali Benflis, président de Talaya El Houriyat. Bonsoir Monsieur Benflis. Bonsoir Nabila. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous êtes sur un plateau sur Shorouk News. Effectivement, c'est la première fois. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Benflis, vous êtes juriste, avocat, vous avez été ministre de la Justice avant de démissionner. Que pensez-vous de cet éventuel, mais probable, boycott des parlementaires? Les parlementaires sont libres, les partis auxquels ont adhéré, les partis dans lesquels militent ces parlementaires ont tout à fait le droit d'assister ou de ne pas assister. On ne peut pas obliger quelqu'un à assister. Dans ce cas-là, cette rencontre aura-t-elle lieu? Si on continue avec les démarches anciennes, la majorité automatique, vous savez, ils sont encore majoritaires, mais je crois que le souverain, maintenant en Algérie, est connu, le constituant également est connu, c'est le peuple algérien qui a décidé d'autre chose que de ce genre de réunion. Monsieur Benflis, pour une sortie de crise, vous proposez de le faire à travers une présidence individuelle ou collégiale, dirigée par une ou plusieurs personnes intègres et consensuelles. Qui sont selon vous ces personnes, par exemple, selon vous? Je n'ai pas de nom à proposer, mais je dis qu'il y a des critères qui doivent être remplis par cette personne ou par ces personnalités. L'Algérie connaît une vacance au sommet maintenant, oui, et même une démission. L'Algérie, ou le peuple algérien, dans son immense majorité, pour ne pas dire dans sa totalité, a exclu de la solution un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités officielles. Le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le chef ou le Premier ministre. Donc, vouloir à tout prix faire une transition avec cette composante, c'est aller contre la volonté populaire. C'est pour ça que je dis, il faut absolument que l'Algérie aille vers quelque chose de nouveau, et c'est avec le nouveau que l'on peut construire le nouveau. Donc une présidence soit individuelle, une personnalité hors de tout reproche, propre. Mais ce n'est pas prévu dans la Constitution, ce que vous proposez. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer un genre de chaos en proposant ça, en sachant que le peuple lui-même n'a pas de représentant officiel? Le peuple a dit son mot. Oui. Il ne veut pas d'une transition dirigée ou guidés par ceux qui, en partie, sont à l'origine de la catastrophe que vit l'Algérie. C'est vrai. Donc, vouloir à tout prix respecter la Constitution dans toutes ses dispositions, c'est vraiment aller droit dans le mur et ne pas accepter le verdict populaire. Moi, je dis que l'article 102, l'article 7 et l'article 8 de la Constitution permettent la sortie de la crise et permettent d'aller vers quelque chose qui conduit le pays vers la tranquillité, vers la sérénité. L'article 102, l'appliquer partiellement en acceptant la démission du président de la République, c'est fait. Là s'arrête, à mon sens, l'application de l'article 102. Vous allez à l'article 7, eh bien, tout pouvoir ne peut émaner que du peuple, et le peuple veut autre chose. Il peut certainement être possible d'aller à une présidence individuelle ou collective pour une période qui n'est pas longue, de 3 mois jusqu'à 6 mois, doter cette présidence du pouvoir de légiférer seulement sur 2 textes, le code électoral, la commission indépendante, la nomination d'un gouvernement de compétences de 12 à 15 personnes, et le changement qui doit être opéré au niveau du Conseil constitutionnel, soit par le départ de son président, avec une nomination d'un nouveau président, soit carrément mettre de côté le Conseil constitutionnel actuel et confier cette mission de supervision, j'allais dire juridique, des élections à la Cour suprême. Cela est possible. Cette proposition a été faite par le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, celle d'appliquer les articles 7 et 8 en plus de l'article 102. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du rôle de l'institution militaire pour une sortie de crise? Pour la première fois, et depuis des semaines, j'ai lu et relu les différents communiqués du commandement militaire. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu dire que voilà la voie à suivre obligatoirement. Il y a une communion extraordinaire entre le peuple, d'un côté, et l'armée nationale populaire. Cette communion
eh bien, il faut s'en féliciter. C'est une chance extraordinaire pour le pays que à la fois le peuple d'un côté et d'un autre côté l'armée aient la même vision des choses, c'est-à-dire il faut construire du neuf. Je salue personnellement à la fois cette grande mobilisation citoyenne du peuple algérien et de la même manière je salue également la position de l'armée qui s'est rangée du côté du souverain, du côté du peuple, du côté d'un peuple qui a décidé de reprendre son destin en main. Et pour parler de l'activation des articles 7 et 8 de la Constitution, quels sont selon vous les mécanismes juridiques et constitutionnels que ces textes comment peuvent-ils être mis en œuvre et concilier les lois avec les pressions citoyennes justement exprimées depuis le 22 février dernier? Moi je trouve que aller à l'application de l'article 7 est une excellente chose. C'est le peuple qui décide, c'est ce que dit l'article 7. C'est ce que dit le peuple algérien, il veut reprendre son destin entre les mains. Bien que l'on s'entende sur une ou plusieurs personnalités acceptées par le peuple et acceptées par l'immense majorité, donner le pouvoir de légiférer pour une courte période à cette personne, à cette personnalité ou à ce collège qui représente la présidence de la République et aller vite, rapidement à des élections présidentielles parce que la gravité est précisément dans la vacance. Et faire perdurer ce vide au sommet de l'État, c'est de là que peuvent venir des menaces. Et M. Benflis, le peuple, avec cette révolution, a surpris le monde entier, dont des politiques algériens. Mais le 3 mars, vous et certains chefs de partis politiques, vous vous êtes retirés de la course présidentielle, car Bouteflika allait se porter candidat. Aujourd'hui, vous proposez des solutions pour une sortie de crise, vous et bien d'autres. Mais avant, vous étiez un petit peu, vous laissiez faire, vous saviez qu'il y aurait un 5e mandat. Quel est votre rôle dans cette révolution finalement? Quel est le rôle des partis politiques et votre rôle dans cette révolution? Je voudrais que vous corrigiez quelque chose. Je n'ai pas été candidat à cette présidentielle. Oui. Pas du tout. Oui, mais vous avez tranché cette question le 3 mars, le jour du dépôt des dossiers. Oui, mais la candidature au Conseil constitutionnel, c'est une présentation de candidature. Je ne suis pas allé au Conseil constitutionnel du tout. Mais vous aviez dit je ne me présente pas car Bouteflika allait se présenter. Je n'ai pas dit cela. J'ai préparé un dossier de candidature. Je n'ai pas pris rendez-vous au niveau du Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas été candidat du tout. Certaines personnes se sont portées candidats, d'autres ne se sont pas portées candidats. Le peuple a décidé qu'il n'y ait pas cette présidentielle et le peuple a eu raison de sa décision. J'étais avec le peuple dès le départ. Je n'ai pas été candidat du tout, du tout, du tout. D'accord, mais vous l'étiez en tout cas en 2014, et à cette année-là, vous aviez parlé déjà des forces extra-constitutionnelles. Monsieur Benflis, arrêtez-moi si je me trompe, je pense que c'est l'heure de vérité en ce moment, plus rien ne se cache, plus rien on ne peut plus mentir au peuple. De qui parlez-vous concrètement? Les forces extra-constitutionnelles. J'ai défini tout cela, et je l'ai dit plus d'une fois, les forces extra-constitutionnelles ont une tête pensante. C'est la parentèle. C'est la proximité immédiate du président de la République. C'est aussi le frère, la famille et le frère en particulier, celui-là en particulier, j'ai dit la parentèle. C'est aussi large que la famille qui prenait les décisions au nom du président de la République, avec d'ailleurs une délégation de fait, pas une délégation légale. Les pouvoirs du président ne peuvent pas être délégués pour ce qui concerne les pouvoirs propres au président de la République. Donc c'était une délégation de fait à la famille ou aux frères. Deuxièmement, c'est les détenteurs de l'argent sale à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Bon, si on voulait aller chercher dans les dossiers des marchés publics, je peux vous dire ce soir, et je le dis au peuple algérien tout entier, que près de 80% des marchés publics étaient attribués à 5 ou 6 personnes. Il n'est pas difficile d'avoir les noms, il suffit de voir les documents et les marchés. Vous pouvez nous en citer un ou deux aujourd'hui? Je ne cite personne, c'est à la justice de faire son travail et c'est à la justice de dire qui sont concernés. Et je me dois, comme avocat, ancien avocat, comme bâtonnier, comme ancien ministre de la Justice, de taire tout cela. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des condamnations définitives pour qu'on puisse dévoiler les noms. C'est ce que je pense personnellement. Troisièmement,
vous avez une certaine presse, j'allais dire, ou une certaine communication qui était également très proche de la création même des premières forces extra-constitutionnelles. Et vous aviez les soutiens politiques du président de la République, du troisième, du quatrième mandat. Tout cela prenait des décisions à la place, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu depuis 2014 à ce jour. Les décisions se prenaient à un autre niveau, oui, mais avec la bénédiction de tout ce monde-là et au service de tout ce monde-là. Voici les forces extra-constitutionnelles. Donc, une tête pensante et des bras qui se trouvaient au niveau national et au niveau local également. Monsieur Benflis, est-ce que vous avez eu vent de ce qu'a écrit une contribution sur sa page Facebook? Saïd Saadi fait allusion à vous. Il écrit, je cite, « Ces individus pressés de se voir élitrués par l'armée à El Mouradia expliquent dans le même souffle que l'Algérie est restée sans président depuis 2013 au moins. » Qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, moi j'ai toujours été un respectueux acharné de la liberté de penser, de la liberté de s'exprimer. Si l'on voulait de moi que je joue le rabat-joie, yani بالعربية اللي يفسد العرس. Il y a une communion entre l'armée et le peuple. Que voulez-vous que je dise? Séparez-vous, peuple et armée. كسروا رواحكم. Moi je dis que l'armée est en totale communion avec le peuple algérien, et le peuple algérien avec une communion aussi forte que la première que je viens de citer avec l'armée nationale populaire, eh bien je salue cela. Mais venir dire que je vais jouer le rabat-joie, c'est de l'Ars, je ne jouerai jamais son rôle. De la même manière que surtout qu'on n'attende pas de moi que je m'associe à de faux procès qui peuvent être faits ou qui sont faits à l'armée nationale populaire. Moi, je suis un homme politique, respectueux de toute la classe politique, de tous les partis politiques. Chacun doit s'exprimer. Je respecte toutes les opinions. Ali Benflis, vous étiez candidat, comme je l'ai dit, en 2004 et 2014. Vous étiez le principal adversaire, un sérieux concurrent d'Abdelaziz Bouteflika. Vous étiez à 2 doigts de devenir président de la République de l'Algérie. Vous dites en 2014 que vous avez été spolié d'une victoire et la volonté du peuple a été violée. Oui, parce que le grand vainqueur, à la fois en 2004 et 2014, c'est la fraude. Vous savez, tout un arsenal, dès le départ, a été mis en place, toute l'administration mobilisée, les Wali mobilisés, les chefs d'État mobilisés, l'administration communale mobilisée, la désignation de tous les chefs de bureau de vote et de centres de vote par l'administration qui était au service du président candidat. Et puis ensuite, des menaces. Rappelez-vous, le ministre des Affaires étrangères espagnol était en visite en Algérie, reçu pendant la campagne électorale par le président de la République, qui montrait du doigt et qui disait il y a un candidat qui est terroriste. Rappelez-vous qu'une chaîne de télévision, en tous les cas c'était pas celle-là, bien entendu, disait que je m'étais déplacé en Libye pour ramener des armes. Et regardez tout cet arsenal qui avait été monté contre moi. Les résultats sont proclamés, des menaces de partout, et combien de cadres ont été matraqués, ont été mitraillés, ont été liquidés de leurs fonctions. Bon, voilà. Monsieur Benflis, j'accepte vos prières. Retour sur le plateau du 19h Info, toujours avec nous, notre invité Ali Benflis. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Benflis, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'exactement vous parliez déjà de vacances du pouvoir? Ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'annonce et à la proclamation des résultats en 2014, j'avais fait immédiatement après une déclaration dans laquelle je disais il y a eu aujourd'hui, à travers l'élection, une reconduction de la vacance à la tête de l'État algérien. Et quelques mois après, j'ai commencé à parler de forces extra-constitutionnelles qui étaient au sommet du pouvoir et qui exerçaient le pouvoir à la place du président de la République. Donc ce n'est pas nouveau dans le jargon que j'utilisais. Et le rôle de l'armée qui doit... Vous en avez toujours parlé finalement, hein, du rôle de l'armée. Quel est le rôle qui doit être accordé à l'armée concrètement?
Je suis l'auteur d'une proposition que j'ai fait valider par le Congrès constitutif tout à l'heure, résolution qui dit résolution sur la sortie de la crise. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2015 et même avant. Et déjà à l'époque, dans une cinquième disposition sur la sortie de la crise, j'avais dit que l'armée peut avoir un rôle d'accompagnement et de garantie de la sortie de la crise. Je ne m'imaginais pas du tout que l'armée ne puisse pas être, non pas partie prenante du règlement de la crise, mais elle peut avoir un rôle d'accompagnement et de garantie. Je l'ai dit en 2015 déjà, c'est consigné dans une résolution du Congrès. Maintenant, je dis que l'armée peut accompagner, peut être un facilitateur. ساعة خير باللغة العربية ساعة خير كي يجي واحد يسعى في الخير quand quelqu'un peut jouer le rôle de facilitateur, qu'est-ce qu'on lui dit? On l'empêche de le faire. Voilà ce que j'ai dit. Monsieur Benflis, vous étiez chef du gouvernement de 1999 à 2003. Vous dites que vous aviez démissionné de vos fonctions à cause d'un conflit autour des hydrocarbures. Vous aviez déclaré que vous refusez que les richesses de l'Algérie soient bradées pour la France. La Sonatrach a démenti. Je n'ai pas parlé de bradage pour la France ou pour un autre pays. J'ai dit ceci, que le président de la République voulait faire passer un nouveau texte sur les hydrocarbures, une nouvelle loi. Eh bien, cette loi contenait des dispositions qui allaient à l'encontre de mes convictions. Moi, je fonctionne toujours dans le respect de mes convictions. Rappelez-vous, moi j'ai démissionné du ministère de la Justice pour n'avoir pas accepté que des Algériens soient internés administrativement sans passer par le contrôle de la justice. Je ne pouvais pas accepter à l'époque, comme ministre de la Justice, qu'il soit réalisé ou construit pour les Algériens des lieux d'internement ressemblant à quelque chose qui peut ressembler à l'application d'un nouveau code de l'indigénat. Donc je suis parti pour ces raisons-là. Une fois chef du gouvernement, le président tenait absolument à faire passer un projet que je refusais. Je m'étais opposé, ce projet n'a jamais été accepté. Quel projet? Celui sur les hydrocarbures. Oui. Une loi qui fait du sous-sol algérien la possibilité de donner les découvertes du sous-sol algérien aux sociétés étrangères. Donc il ne s'agissait pas de donner gratuitement du gaz algérien à la France. De mon temps, cette histoire de gaz et de prix, etc., n'était pas dans le jour du tout. Je ne suis pas au courant du tout. Si cette chose s'est passée après moi, je l'ignore. Je dis que je m'étais opposé à l'adoption d'un texte sur les hydrocarbures qui permet à l'étranger de devenir en quelque sorte le propriétaire de la découverte du sous-sol algérien. Par conviction, c'est un conflit avec le président qui a conduit à la fin de fonction et je suis parti. Et cette loi, ou cette ordonnance, puisqu'elle est passée sans débat, a été... vous avez évincé de tout débat. Pas moi. Oui. Le président a fait passer ce texte, cette ordonnance, par voie d'ordonnance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Voilà. Et à l'époque où vous vous portiez candidat à la présidentielle, certaines parties, en tout cas, parlaient de soutien dont vous auriez bénéficié de Paris. Aujourd'hui, l'ingérence étrangère étant décriée par le peuple, d'après vous, les marges de manœuvre habituelles des pays de l'Hexagone qui veillent sur leurs intérêts vitaux en Algérie sont-elles les mêmes aujourd'hui? Soutien de Paris. C'est ce qui est dit. Vous êtes au courant, pour certainement. Non, je ne suis pas au courant du tout. Vous savez comment je vois les relations de l'Algérie avec les autres pays? Je n'ai jamais accepté et je n'ai jamais pu admettre que les relations des régimes algériens, ou plutôt que le régime qui est aux affaires et au pouvoir en Algérie, tisse des relations avec un autre pouvoir à l'étranger. Ma conception des relations entre les États est tout autre. L'Algérie, l'État algérien, la République algérienne, doit tisser et avoir des relations avec les pays étrangers d'État à État. Vouloir à tout prix construire une relation entre la France et l'Algérie, entre un pouvoir en France et un pouvoir en Algérie, je ne l'ai jamais accepté, je ne l'accepterai jamais. Que le président Hollande vienne après les élections,
plutôt en 2012 en Algérie, on visite et rend visite au président algérien et sort, après avoir été reçu par un président malade, Oui. qui ne s'adressait plus à la population, et ils disent le président se porte parfaitement bien. Je trouve personnellement que ça, c'est de l'immixtion dans les affaires algériennes. Donc vous êtes complètement contre l'ingérence étrangère? Mais bien entendu. D'accord. Les problèmes algériens ou la solution des problèmes entre les Algériens doivent être apportés par les Algériens. Voilà. Et M. Benflis, vous aviez parlé hier, lors du forum chez nos confrères d'El Moujahid, que vous subissiez des pressions des services de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous donner du concret, hein? C'est pas important du tout. Pour nous, ça l'est, dites-nous. C'est pas important du tout parce que je m'étais, disons, accommodé de cela. L'essentiel, ceux qui veulent nous faire parler des problèmes marginaux, des problèmes qui ne sont pas essentiels pour nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple qui a répondu à la question. L'essentiel, il y a un problème de légitimité en Algérie, le peuple l'a réglé. Voilà le plus important. Maintenant, que l'on veuille intimider la classe politique, etc., nous avons vu qu'un tas de choses, mais ça n'intéresse pas le peuple algérien. Ce qui l'intéresse, c'est sortir de la crise, aller vers le neuf et aller à une Algérie démocratique et prospère. Vous aviez quand même dit qu'il y avait une voiture à l'entrée de votre parti, à votre domicile. C'est quand même des choses graves. Je l'ai dit une fois, sur pression des journalistes hier. Je vous mets pas de pression. Mais hein, non, c'est pas de la pression, mais en quoi ça peut concerner le peuple algérien? Je dis ceci, moi je suis un militant d'une cause, c'est la cause de l'Algérie. J'ai été militant toute ma vie des droits de l'homme, j'ai été défenseur des droits. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à vivre pleinement mes convictions et à vivre aussi pleinement ma pleine citoyenneté avec mes enfants, avec mon épouse. Vivons cette vie pleine, cette vie citoyenne pleinement. Vous n'êtes pas seulement cet époux et ce père, vous êtes également fils et frère de Chéride. Absolument. Vous étiez le secrétaire général du FLN, le parti fondateur de la doctrine algérienne. Finalement, est-ce que vous pensez que le renouveau algérien doit être accompagné par de nouvelles réflexions sur cette doctrine? Le FLN a-t-il lieu d'exister encore? Comme je suis maintenant chef d'un parti politique, oui. Je me suis toujours interdit, depuis que je ne suis pas chef d'un parti politique, de m'immiscer dans la vie intérieure des autres partis. Mais je me dois de dire que j'ai énormément de soutien au niveau de la base du FLN qui est restée propre dans une large majorité. Maintenant, engager le FLN dans des combats qui ne doivent pas être ceux du FLN, ou du moins de ce sigle, est une honte que nous vivons tous. Je pense personnellement que c'est au peuple et au peuple à lui seul de décider de l'existence ou de la fin d'un parti politique. Le peuple dira son mot quand il aura la possibilité de s'exprimer librement. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques mois, quand certains responsables ou du FLN ou d'autres partis de l'Alliance disaient que nous sommes, pour le FLN ou pour les autres compagnons du FLN dans ce 5e mandat et dans le 4e, etc., nous sommes le premier parti ou les premiers partis. Qui a dit ça? Ça, c'est des décisions qui viennent d'en haut. Des décideurs ont décidé que tel parti était le premier, que tel autre était le deuxième ou le 5e. Eh bien, donnez la parole au peuple et on verra qui pèse. Et là, c'est toujours les forces extra-constitutionnelles. C'est les forces extra-constitutionnelles, mais c'est surtout la fraude électorale et l'illégitimité d'un pouvoir. On va parler d'un autre parti. Vous dites que vous êtes pour ce que veut le peuple, et le peuple ne veut plus de ces visages qui appartiennent à ce système, à ce gouvernement. Aujourd'hui, on apprend que le bureau de wilaya du RND veut la démission immédiate d'Ahmed Yahya. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est des militants d'un parti, ils ont le droit de décider de ce qu'ils veulent. Ils ont raison. Il leur appartient de décider. Je ne me mise pas dans la vie des autres partis politiques. Mais vous êtes d'accord qu'Ahmed Yahya fait partie intégrante de ce champ oui. Je souhaite que par ailleurs on ne veuille pas s'émisser dans ce qui se passe au niveau de Tal el-Hurriyat. Je suis respectueux de l'indépendance totale des partis politiques. Il ne m'appartient pas de dire que si Yahya doit partir ou pas. C'est aux militants de ce parti de dire que s'ils ont fait les bons choix,
qui les ont menés là où ils sont arrivés, où ils ont fait les mauvais choix. Il leur appartient de prendre la décision en toute liberté. Et quand le peuple dit « c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde parte », est-ce que vous vous sentez visé? Si je suis visé par une partie de l'opinion publique, est-ce que vous le sentez, je suis toujours respectueux de la décision du peuple. Je ne peux pas dire que je ne suis pas une figure ancienne ou nouvelle. C'est au peuple de le dire quand il aura la possibilité de le dire en toute tranquillité, en toute liberté. Et vous respecterez la volonté du peuple? Bien entendu. Merci beaucoup. Et aux prises avec des difficultés à relever de nombreux défis, vous savez, notamment sur le plan financier, l'Algérie, est-ce qu'elle a le temps pour conduire son processus de changement? On me dit que ce qui coûte à l'Algérie actuellement, l'Algérie paye une facture d'environ 300 millions l'équivalent de 300 millions de dollars jour, parce qu'elle est en retard. Est-ce que vous savez que la planche à billets est en train de tirer à plein? Oui. Et qu'on a largement dépassé l'équivalent de 50 milliards de dollars en tirage de billets sans contrepartie. De grandes réformes économiques attendent l'Algérie. L'une des plus grandes menaces, après cette menace des forces extra-constitutionnelles, qui veulent casser l'État national, le projet des forces extra-constitutionnelles, c'est comment faire tomber l'État national, elles n'y sont pas arrivées, et comment faire casser la révolution citoyenne, populaire. Eh bien, elles ont échoué dans les deux projets. Mais c'est pour cela qu'il faut aller rapidement à des élections, parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur le pays. Vous avez un vide institutionnel. Vous avez une situation sécuritaire difficile dans le voisinage, le Sahel et la Libye, c'est la proximité. Vous avez une situation économique catastrophique. Vous avez des interférences extérieures. Qu'est-ce qui favorise les interférences extérieures? C'est le vide au sommet de l'État. Et vous avez des forces extra-constitutionnelles qui n'ont pas été anéanties totalement et qui n'attendent que la prorogation du vide au sommet de l'État. Eh bien, pour revenir à la charge de nouveau, et je dis et je préviens que la priorité des priorités, c'est d'aller rapidement à des élections propres, honnêtes, bien étudiées, présidentielles, pour mettre fin au vide et pour avoir un chef. L'Algérie n'a pas de capitaine de navire, n'a pas de responsable qui la dirige. Il ne faut pas que l'on traîne des années encore, parce que c'est ouvrir la porte à toutes les difficultés que je viens de citer. Monsieur Benflis, pour clore ce débat, et ne me dites pas chaque chose en son temps, s'il vous plaît, pas de langue de bois, on se l'est dit en off. Est-ce que, prochainement, lors des élections présidentielles, M. Benflis sera candidat à la présidentielle? J'ai écrit un projet pour mon pays, pour le peuple algérien en 2004. Je l'ai actualisé et j'ai dit que le pays devait aller et sortir de cette crise que nous tournons depuis des années. Je m'étais présenté aux élections de 2014. J'ai un projet pour le pays, le moment voulu, je pourrais montrer ce projet au peuple algérien. Il n'est pas question de parler de présidentielle maintenant, mais j'aurai mon mot à dire le moment venu. La volonté est là. J'aurai mon mot à dire le moment venu. Je suis en train de communiquer avec vous et à travers vous avec le peuple algérien. Je lui dirai mon mot sur les prochaines présidentielles. Merci beaucoup, M. Benflis. Je rappelle que vous êtes le président de Tala El Houriyet, votre parti. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Prochain point complet 20h30. Très belle suite des programmes sur Choulouk News.